Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un paysage politique en pleine effervescence après l'annonce de la présidentielle fixée pour le 7 octobre 2018. La majorité présidentielle et l'opposition multiplient les réunions stratégiques. L'heure est à la préparation des dossiers de candidature et le renforcement des alliances politiques dans la perspective de la conquête des suffrages des électeurs prévue dans 3 mois, le 7 octobre 2018. Dans le chapitre politique consacré à cette élection présidentielle, nous ferons le point sur les capacités de l'ECAM à organiser ce scrutin dans un contexte sécuritaire préoccupant. C'est un casse-tête pour de nombreuses familles dans la capitale économique du Cameroun. La gestion de ces enfants venus en vacances dans les centres-villes. Le budget de la famille a explosé pour l'entretien de ces enfants, mais aussi leur nutrition. Vous verrez dans ce journal comment des familles multiplient les stratégies pour faire des économies durant ces vacances. Également à l'international, nous ferons le point sur la campagne présidentielle en cours au Mali. Le président sortant, candidat à sa propre succession, et les 23 autres challengers sont sur le terrain à la conquête des suffrages au Mali. On en parle dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ça chauffe dans les chaumières au lendemain de la convocation du corps électoral et l'annonce de la présidentielle prévue le 7 octobre 2018 entre réunions stratégiques et convocation imminente des instances de décision. La majorité présidentielle et l'opposition multiplient les stratégies pour renforcer les alliances politiques, préparer les dossiers de candidature dans la perspective d'affûter les arguments pour convaincre les électeurs lors de la campagne présidentielle, campagne électorale prévue d'ici le 24 septembre 2018. Ambiance dans les formations politiques, celle de l'opposition et celle aussi du parti au pouvoir. C'est dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. 24 heures après la convocation du corps électoral, ça bouge déjà dans les états-majors des partis politiques. Au siège du SDF, un calme apparent nous accueille. Mais rendu dans le bureau du responsable régional, nous tombons à pic sur une réunion stratégique que dirige le maître des lieux. Vous savez que notre candidat Joshua aussi est déclaré depuis février et nous avons des séances de travail comme ça presque quotidiennement. Nous avons 10 jours pour finir et apprêter le dossier de notre candidat Joshua aussi. Donc c'est une des réunions les plus importantes. Vous voyez, tout le QG est là. Et nous travaillons comme ça parfois jusqu'à 22h, 23h. Cependant, le SDF regrette que le président de la République ait choisi un triste début de semaine pour convoquer le corps électoral. Après les 30 morts de Mbamenoubou et la journée d'hier qui a été ensanglantée dans toute la région anglophone, choisir une journée comme ça pour convoquer le corps électoral, pour qu'on puisse oublier tout ce qui se passe au pays, c'est pour nous un regret. Au siège du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, aucun responsable trouvé n'a souhaité s'exprimer. Mais nous apprenons qu'une réunion également stratégique s'est tenue en matinée en présence des hauts cadres du parti. Laquelle réunion a joué les prolongations au palais de l'Unité où le candidat naturel devait se retrouver avec ses principaux lieutenants, dont le porte-parole du parti, le professeur Jacques Famdongo, vers qui nous avons été orientés sans succès. Ambiance des jours ordinaires au siège de l'UNDP. À notre passage, seuls les 2 secrétaires étaient en poste. Mais une réunion du comité central est en vue pour donner la position officielle du parti relativement à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Le temps pour le président national, Magari Bello Bouba, d'achever la visite des chantiers de la CAN avec le Premier ministre. Le Front pour le salut national du Cameroun marque lui aussi un grand intérêt pour l'échéance du 7 octobre 2018, même si le choix de son candidat a déjà été fait. Le bureau politique du parti dont je préside à la marche va se réunir pour se prononcer de manière solennelle, mais il ne fait l'ombre d'aucun doute que
le dévolu est déjà jeté sur le président de la République, M. Paul Biya. Cette mobilisation va commencer d'abord par le grand meeting que nous organisons à Guider, sera suivi par une marée humaine que nous entendons réunir à Garoua. Ce sera ensuite probablement à Maroua et tout sera couronné par un grand meeting que nous organiserons à Douala. Une position qui ne s'éloigne pas de celle de l'UPC, qui revendique une alliance avec le RDPC. Le chef de l'État, en convoquant le corps électoral, a voulu démontrer la maturité de notre peuple et, au-delà de cette maturité, son attachement à notre Constitution et surtout à l'expression souveraine de notre nation. Nous sommes fiers de voir que l'âme immortelle, c'est-à-dire cette démarche courageuse qui consiste à sauvegarder notre souveraineté, quels que soient les enjeux de l'heure, que cette âme-là a été respectée. Comme on le voit, ça commence à bouger dans les états-majors des formations politiques. Et nul doute que la pression va davantage monter dans les prochains jours, lorsqu'on sait que les potentiels candidats ont jusqu'au 19 juillet pour faire acte de candidature. Alors que le Cameroun se dirige vers cette présidentielle prévue le 7 octobre 2018, ELECAM n'est toujours pas en mesure de présenter les chiffres exacts des électeurs inscrits sur le fichier électoral. En plus de cette tergiversation, ELECAM est tourmenté par l'insécurité dans les régions anglophones. L'organe en charge des élections s'en remet à l'administration camerounaise. Élisée Bogba et Ike Cyril. À la question de savoir s'il est possible d'organiser une élection en l'état actuel des choses dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, Elections Cameroun, dans un premier temps, ne donne pas une réponse claire. ELECAM annonce qu'elle apprêtera le matériel électoral, mais il reviendra à l'administration d'assurer la sécurité des électeurs. ELECAM donne à ses partenaires stratégiques et l'administration, les administrations de l'État, les éléments qui permettront donc à l'État d'assurer la sécurité avant, pendant et après le scrutin. La localisation, le nombre d'électeurs par exemple, dans ces zones difficiles, la localisation des bureaux de vote et le planning de déploiement du matériel électoral que nous avons établi. La sécurité, c'est le rôle de l'administration, c'est le rôle de l'État et ELECAM, c'est l'organisation matérielle. Mais comme si elle reprenait la main après ses premières déclarations, ELECAM se veut maintenant plus clair en affirmant qu'il y aura bel et bien élection dans les régions anglophones du Cameroun. L'administration prendra toutes les mesures qui s'imposent pour qu'il y ait élection là-bas. Qu'est-ce qui va empêcher qu'il y ait élection là-bas? C'est une question de sécurité. L'État va prendre toutes les dispositions utiles pour que l'élection ait lieu dans ces zones-là. Combien d'électeurs iront-ils aux urnes? La question reste sans réponse. Les inscriptions sur les listes électorales sont certes closes, mais ELECAM est encore en train de toiletter le fichier électoral. Lorsqu'on inscrit, il faut consolider le fichier. Il faut faire le toilettage du fichier. Il y a les électeurs nouveaux qui sont inscrits, qu'il faut loger dans les lieux de vote. Il y a des électeurs qui ont changé de lieu d'habitation, de lieu de vote. Il faut également procéder à ces modifications-là. Il faut vérifier également l'orthographe des inscrits. Donc on ne peut pas vous dire exactement, tant qu'on n'a pas fini de toiletter ce fichier électoral. Le corps électoral est convoqué pour la présidentielle le 7 octobre 2018. Mais la qualité du scrutin, du fait de l'insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest, reste une question préoccupante. La question du vote des Camerounais résidant à l'étranger est aussi préoccupante. À ce sujet, Election Cameroun fait savoir que des mesures sont prises afin que la voix de la diaspora compte également durant ce scrutin présidentiel. Déployé depuis plusieurs mois en vue de préparer cette élection, les équipes d'Election Cameroun retournent au pays cette semaine. Je vous propose de suivre les explications du directeur général adjoint des élections, Abdoul Karimou. Pour les Camerounais établis ou résidents à l'étranger, là également c'est le prolongement du territoire national, il faut le préciser. Dans nos missions diplomatiques et nos ambassades, effectivement, au moment où je vous parle, des équipes étaient en mission depuis 3 ou 4 semaines là-bas pour
les derniers préparatifs. Et ces équipes vont certainement d'ici vendredi rentrer au Cameroun avec les données des Camerounais résidents dans ces pays-là. Et les dispositions sont prises. Il y a une planification spécifique appropriée par rapport au vote des Camerounais, n'est-ce pas, basé à l'étranger. Donc cette élection présidentielle, ceux des Camerounais qui sont établis ou résidents à l'étranger sont concernés. Là également, c'est dans le package de l'organisation des élections, cet aspect-là est pris en compte. À quoi faut-il s'attendre au lendemain de cette annonce de la présidentielle fixée pour le 7 octobre 2018? Quelles sont les implications de cette décision, de ce décret présidentiel qui va focaliser l'attention des Camerounais durant près de 3 mois? Élément de réponse dans ce reportage où un expert des questions électorales vous donne les clés pour comprendre les différentes dates et les différents mécanismes qui vont se mettre en œuvre durant cette période consacrée à cette élection présidentielle attendue au Cameroun. Reportage signé Ike Cyril. Le corps électoral est convoqué ce 9 juillet pour la présidentielle le 7 octobre 2018. Dr Hilaire Kamga, expert des questions électorales, note que pour le coup au moins, la loi électorale a été respectée. On serait attendu à autre chose si et seulement si on était dans un état normal. Dès lors que les conflits dans le nord-ouest et le sud-ouest pourraient induire une prise en compte de cette situation de crise et éventuellement un report, parce qu'il y a toujours le mécanisme constitutionnel qui permettait de le faire. Mais au moins sur le plan légal, il a respecté la loi. Maintenant, sur la qualité des élections qui vont se tenir, tout le débat va se poser à ce niveau. S'agissant des potentiels candidats, ils ont une dizaine de jours pour constituer et déposer leur dossier de candidature. Et l'ECAM disposera à son tour de 20 jours pour publier les listes définitives. À partir de maintenant, il y a une dizaine de jours pour constituer le dossier de candidature et tous les candidats vont être connus d'ici rendu au 20 juillet. Tous les candidats vont être connus, des candidats officiellement déclarés et enregistrés pour cette élection. Après l'ECAM, le Conseil constitutionnel entrera en jeu pour traiter des questions liées au contentieux préélectoral. Le contentieux préélectoral va nécessairement s'ouvrir après la date du 20 juillet parce que le Conseil constitutionnel devrait statuer sur ces candidatures et sur éventuellement des recours des candidatures rejetées par l'élection de Cameroun. Dès qu'il commence à statuer, il dispose à partir de cet instant-là d'une période de 5 jours pour rendre éventuellement ses décisions. Selon toute vraisemblance, on se situera autour du 24 septembre 2018, date d'ouverture officielle de la campagne électorale. Mais l'expert note qu'avant cette date, les émissions de débat politique dans les médias, tout comme les meetings grand public des partis politiques, ne sont pas interdits. À charge pour les candidats de ne pas se prononcer sur la future élection présidentielle. Il n'y a aucune disposition légale qui demande à l'organe de gestion des élections ou à toute autre autorité de suspendre les cadres de débat public avant la campagne électorale. Lorsqu'une télévision ou une radio se verra ainsi interpellée par un organe quel qu'il soit, il me semble qu'il est indiqué d'attraire l'autorité qui aurait pris une telle décision devant le juge. Un parti politique est créé pour se vendre, donc pour communiquer, pour faire sa propagande. On n'attend pas la période de campagne pour pouvoir le faire. Maintenant, la propagande sur une élection précise et sur les candidatures ne doit pas être faite avant le début de la période de campagne électorale. Dès l'ouverture officielle de la campagne électorale, l'affichage des banderoles et effigies des candidats est réglementé. Toute personne qui fait des affiches au-delà des dimensions qui vont être données par voie réglementaire, donc par un arrêté, devrait être punie. Qui met ses affiches dans des endroits non programmés pour cela, devrait être puni. Last but not the least, la convocation du corps électoral ce 9 juillet entraîne automatiquement l'arrêt des inscriptions sur les listes électorales. Du point de vue des électeurs, il va de soi qu'à partir de ce jour, il n'y a plus d'inscription sur les listes électorales. Avec la convocation du corps électoral, la course à la présidentielle est véritablement lancée. L'élection se tiendra le dimanche 7 octobre 2018. Les bureaux de vote seront ouverts à 8 h et fermés à 18 h précises. Pour être plus clair sur ce dossier consacré à Etoudi 2018, après l'annonce de la présidentielle fixée pour le 7 octobre prochain, la prochaine étape à suivre, c'est celle du dépôt des dossiers de candidature et les différents aspirants ont jusqu'au 19 juillet
2018 à minuit au plus tard, selon le code électoral qui fixe 10 jours après la convocation du corps électoral pour le dépôt des candidatures. Ensuite, les candidatures validées par l'ECAM doivent être publiées au plus tard le 8 août 2018, soit 30 jours après la convocation du corps électoral et 20 jours après le dépôt des dossiers de candidature. La campagne électorale, quant à elle, doit démarrer le 24 septembre 2018 pour s'achever le 6 octobre à minuit. Et les Camerounais électeurs inscrits sur le fichier électoral sont appelés à voter le 7 octobre avec les bureaux de vote qui seront ouverts en journée selon le décret présidentiel. L'on en sait désormais un peu plus sur les circonstances du grave accident survenu vendredi le 6 juillet 2018 dans l'arrondissement de Ndikimineki. Selon le ministre des Transports, ce grave accident est dû à la somnolence au volant du conducteur de ce car coaster, lequel a dérapé à l'entrée du pont sur la Mana et s'est écrasé. Le bilan officiel fait état de 31 morts et 4 blessés graves selon le communiqué du ministre des Transports. Il relève également que le conducteur n'était pas détenteur d'un permis de conduire et son véhicule en état de surcharge présentait un état défectueux. Fort de ce constat, Ernest Ngalé-Bibéré a suspendu la licence de transport du propriétaire du car incriminé. Les certificats d'immatriculation de ces véhicules sont également suspendus pour une durée de 12 mois et un centre de contrôle technique automobile écope de 3 mois de suspension pour avoir délivré un certificat de visite technique à ce véhicule qui a causé ce grave accident survenu vendredi dernier. Parlons à présent des cas de choléra signalés dans le septentrion, une grosse inquiétude dans la capitale économique du Cameroun. Comment expliquer la résurgence de cette maladie? Quelles sont les précautions à prendre au sein des familles? Élément de réponse avec Flavien Valondongo. Parmi les maladies du péril fécal qui menacent plus souvent la population camerounaise, il y a le choléra. Le choléra fait partie des maladies qu'on dit du péril fécal, qui a certains symptômes précis et dû à un organisme appelé Vibrio cholerae. La pathologie qui trouve ses racines dans des os souillés et la promiscuité fait des ravages à Maroua dans la région de l'extrême nord en ce moment. Sans doute une maladie des mains sales. Si vous avez les mains sales et que vous n'êtes pas dans une zone où il y a le choléra, vous n'aurez pas le choléra. Par contre, si vous êtes dans une zone où il y a du choléra et qu'en plus l'hygiène n'est pas assurée, c'est vrai, les mains sales, ça contribue beaucoup à la transmission, mais c'est surtout l'eau sale qui est le premier problème. La ville de Maroua n'est donc pas à son premier coup. En 2014, le quartier Doualari a enregistré 12 décès sur les 72 cas recensés cette année-là. Pour des médecins, les milieux sales sont des bassins de cet autre tueur. Le choléra est très lié au déficit d'accès à de l'eau potable. Or, nous savons que l'extrême nord, il n'y a pas assez d'eau potable. Généralement, il y a des animaux qui sont là. Très souvent, là où on fait les besoins, ce n'est pas éloigné de ces sources d'eau. C'est tout ça qui favorise l'arrivée du choléra. Le choléra est une maladie évitable. Il suffit de respecter quelques notions d'hygiène. Faire attention à l'eau qu'on boit. Si on peut avoir de l'eau du robinet, de l'eau potable, c'est bien. Si on ne peut pas en avoir, il faut penser à des mesures, la faire bouillir, y mettre un peu de javel. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, rappelle que le choléra est apparu au Cameroun en 1971. Et depuis 1990, des épidémies importantes se sont succédées avec à la clé des centaines de décès enregistrés. Ils sont nombreux des candidats qui souhaitent détenir les secrets de réussite au concours d'entrée dans les grandes écoles et certaines institutions universitaires au Cameroun. Ces candidats se sont rendus dans des centres de formation installés dans certains établissements scolaires à Douala, des centres de formation qui ont le vent en poupe et qui proposent quelques clés pour réussir à ces concours d'entrée dans les grandes écoles et facultés au Cameroun. Reportage avec François Dikoumé et Gladys Sidier. Les groupes de coaching aux différents concours officiels pilulent ces derniers temps. 1 mois, voire 7 semaines, c'est le temps que mettent les répétitions en fonction des concours présentés par les candidats. Je présente 3 concours en plus de la FGI que j'ai déjà composé. Ça fait 4 concours pour cette année. En fait, je viens fraîchement de la terminale et je me dis qu'en multipliant mes chances, je peux avoir l'opportunité d'être admis au moins à un concours. Parce qu'en fait, mon objectif, c'est d'être ingénieur dans ma vie.
ingénieurs, surtout de pétrole, surtout avec l'appui et le secours que nous apportent nos cadres des majorants. Les prépas que je fais m'aident aussi à rester dans les cahiers, puisque après avoir composé le bac, on est très souvent tenté à se laisser aller dans les diverses distractions qui s'offrent à nous. Et puis, c'est une occasion d'être recadré vers le cahier pour mieux préparer le concours. Concours d'entrée à l'ESSEC, je le fais sous réserve. J'étais faible en maths, mais depuis que je fais les prépas, je m'en sors au mieux. Les équipes chargées d'encadrer les candidats sont constituées pour la plupart d'enseignants. Je suis entré à l'école normale en 2011 en tant que major de ma filière. Je me suis dit 3 ans après que je pouvais accompagner, aider mes jeunes frères à accéder à ces grandes écoles aussi. Et du coup, j'ai formé une corporation de jeunes lauréats, c'est-à-dire provenant de Polytech, de faculté de médecine, des écoles normales. Généralement, les 2 premières semaines sont consacrées aux cours magistraux. Et les 2 semaines suivantes, nous engageons avec la correction des anciens sujets, une correction expliquée des anciens sujets. Les 3 dernières semaines, c'est uniquement les TD. C'est-à-dire les enseignants eux-mêmes proposent des QCM ou bien des épreuves. Selon les encadreurs, le taux de réussite au fil des années oscille entre 50 et 75%. Mais ils rencontrent d'énormes difficultés dans la préparation de ces candidats. Ce n'est pas déjà facile dans la mesure où beaucoup, n'est-ce pas, de ces candidats ont laissé l'école. Vous voyez? Mais s'il fallait dire quelque chose quand même concernant le pourcentage, c'est vrai que nous sommes toujours au-dessus de 50%. On pourrait peut-être présenter 30 candidats. Sur les 30, peut-être 23 réussissent. Il faut débourser entre 10 000 et 30 000 francs CFA pour bénéficier de la formation. Efficace ou non, en tout cas, ces cours semblent avoir un certain succès. C'est un casse-tête pour des familles à faible revenu. La gestion de ces nombreux enfants venus en vacances dans les centres urbains. Les budgets des familles ont explosé pour les besoins d'alimentation et de divertissement de ces enfants. Par contre, c'est une autre réalité observée au sein des familles plus aisées. Mode de gestion des vacanciers à Douala. C'est un reportage de Mitterrand Dame et Julienne Berthe-Bissaille. La période de vacances, moment de détente et relaxation pour les écoliers, est une équation parfois difficile à résoudre pour plusieurs parents. Si d'aucuns n'éprouvent aucune difficulté à faire plaisir à leur progéniture, d'autres peinent à le faire. C'est le cas de Maman Andérance, habitante du quartier Makepe-Misoke, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Je ne sais même pas ce qu'elle veut vous dire, puisque c'est trop dur. Quand les enfants, on sort même pour se débrouiller, ça ne donne pas. Et le dehors est trop dur. Les enfants, on est aussi là comme ça. On mange les restes de nourriture qu'on a chauffé. Parce que ça ne va pas. On n'a pas assez d'argent. On est en train de penser à la rentrée. Bon, ce qui fait que le peu qui reste, ils essaient de se débrouiller avec en attendant. Ici, les repas ne se font pas comme à l'accoutumée. Après avoir consommé celui du matin, un morceau de papaye sert à combler le vide dans le ventre tout au long de la journée en attendant le repas du soir. Pour cette famille pauvre, les enfants n'ont quasiment pas droit au loisir et à un divertissement de qualité. Je n'ai même pas les enfants au manège parce que j'ai beaucoup à faire. Avec le nombre des enfants que j'ai, la pension, c'est tellement énorme. Si tu t'amènes que peut-être le week-end, tu sors avec l'enfant, les enfants, il faut en moyenne 15 000, 10 000 dans tes poches pour sortir avec eux une journée parce que ça fait beaucoup de dépenses pour moi. Ce que je veux l'avenir. À quelques kilomètres de Makepe-Misoke se trouve la famille Bambot. L'atmosphère qui règne peint à suffire les capacités financières des parents. Ils reconnaissent tout de même une augmentation sur leur budget habituel pendant cette période de vacances. Considérablement, elle a augmenté. Parce que, vous savez, quand ils sont à l'école, il y a une trêve. On ne les a pas tout le temps sur le dos pour des sorties, pour des plats supplémentaires. Maman, je veux ceci. Donc, du coup, quand on est à la maison, on est obligé de les sortir, de les inscrire dans des centres de distraction et dans des groupes de sport pour ne pas les avoir tout le temps sur le dos. Un budget revu à la hausse compte tenu des impératifs du moment. Par mois,
on a peut-être un budget de 100 000 francs minimum. Pendant les vacances, ça augmente parce qu'il y a les petites choses qu'on doit augmenter pour que les enfants ne soient pas distraits. Dans cette famille aisée, les mois de juillet et août sonnent comme des moments privilégiés pour la restauration des enfants. Pendant l'école, c'est vite fait le matin. C'est soit un fruit ou bien du céréal avec du lait. Bon, mais pendant les vacances, c'est un petit déjeuner copieux. Chacune s'attelle à faire peut-être des œufs et un plat de fruits de plantain ou de fruits de pomme ou avec du pain. C'est comme elles le sentent en fait. Elles le font toutes seules. Elles n'ont pas besoin de nous. Des moments de détente certes, mais d'apprentissage aussi. Dans l'escale internationale, les différents candidats à la présidentielle au Mali multiplient les campagnes sur le terrain pour convaincre les électeurs de faire changer la tête du pouvoir au Mali. IBK lui-même engagé face à son principal challenger. Ambiance de campagne électorale malienne, c'est dans ce reportage de Gladys Sidé. Le 29 juillet 2018, les Maliens voteront pour choisir un président parmi 24 candidats. Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé sont les principaux favoris. Ils ont mobilisé des foules samedi. Plus de 60 000 personnes ont assisté à Bamako au premier meeting de campagne du chef de l'État malien. Il a été ovationné par ses partisans rassemblés dans un stade de Bamako. Il leur a demandé de rester mobilisés pour la victoire. Le principal rival, l'ancien ministre des Finances, Soumaïla Cissé, a de son côté tenu un meeting sur la place de l'indépendance de Bamako où étaient mobilisées des dizaines de milliers de personnes. Il s'engage à tout mettre en œuvre pour ramener la paix et l'unité, à redonner à l'État toute son autorité. Nous rétablirons la sécurité. Nous pacifierons le pays du nord au centre et nous instaurerons un véritable dialogue entre les différentes communautés pour qu'elles puissent de nouveau vivre en harmonie. Le Mali se prépare à une élection présidentielle, pas parfaite à 100%. L'absence de représentants de l'État dans le nord et le centre du pays complique la distribution des cartes d'électeurs et nourrit la crainte de fraude. La communauté internationale présente au Mali avec la MINUSMA et la force française Barkhane attend de ces élections du 29 juillet une relance de l'application de l'accord de paix signé entre mai et juin 2015 qui accumule des retards dans un pays où les attaques djihadistes se multiplient ces derniers mois. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission Parole de Femmes présentée ce soir par Florazé, et juste après cette émission Parole de Femmes, nos éditions spéciales consacrées à cette Coupe du Monde Russie 2018 avec nos experts qui décryptent les performances de la France et la Belgique. Précisons que le match n'est pas encore terminé et les Bleus mènent au score 1-0. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.